Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT de l'éducation. Tout de suite, le sommaire et la question du jour. Les prix de la restauration scolaire vont-ils augmenter à la rentrée prochaine? À cause de l'inflation, le secteur réclame une hausse de 7 à 8% pour retrouver un équilibre financier. On en parle tout de suite avec nos invités. Allier sport et éducation pour apprendre aux enfants à réfléchir autrement. Eh bien, c'est le pari que s'est lancé iFly. Son responsable marketing sera avec nous en deuxième partie d'émission. Enfin, dans sa chronique, Mickaël Dorian nous parlera du véritable bouleversement que vit actuellement le système éducatif belge. Mickaël, qu'on retrouve tout de suite pour l'actu en bref. Mickaël, les deux enseignants qui ont aspergé Jean-Michel Blanquer de Chantilly ce week-end sortent du silence. Ils s'appellent Christophe et Olivier, ils sont enseignants de technologie et d'art plastique en collège REP et ont décidé d'expliquer leur geste de ce week-end à l'encontre de l'ancien ministre de l'Éducation en créant un compte Twitter. Le compte Prof Chantillonneur a été ouvert dimanche et compte déjà près de 4000 abonnés. Si les deux hommes sont accusés d'avoir fait usage de la violence face à Jean-Michel Blanquer, eux racontent que la violence, la vraie, est subie au quotidien au sein de l'institution scolaire. L'éducation nationale est en chute libre, disent-ils. Les deux enseignants comparaîtront au tribunal judiciaire de Montargis le 4 juillet. Ils risquent jusqu'à 3 ans d'emprisonnement. On est à moins de 3 semaines du départ du Tour de France. À cette occasion, le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse lance une grande opération solidaire. Intitulée « Un vélo pour tous », cette opération a pour but d'offrir des vélos à des enfants défavorisés. 3500 classes du CP au CM2 sont mobilisées. Dans le cadre d'actions pour favoriser le savoir rouler à vélo, la société organisatrice du Tour de France s'engage à reverser au Secours populaire 1 € par élève qui s'engagera dans une de ces actions. L'opération commence vendredi. Suite de la série « Et si l'Europe n'existait pas ?» réalisée dans le cadre de la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Eh bien, le dernier épisode est consacré aux étudiants et apprentis. Un épisode à découvrir dans son intégralité sur le compte Twitter de la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Si l'Europe n'existait pas, l'horizon des jeunes étudiants et apprentis serait aujourd'hui bien moins vaste, avec notamment la création d'Erasmus. On regarde un extrait. L'Europe aussi a ses nouveaux projets trop méconnus. Erasmus, qui dès 87 va favoriser les échanges entre les étudiants européens. Ce projet va permettre à des étudiants appartenant à des universités d'un pays d'aller dans d'autres pays. Et c'est cette mobilité qui est extrêmement intéressante. C'est tellement génial, Erasmus. Ils auraient dû passer le bac dans leur pays, mais la guerre en a décidé autrement, Mickaël. Plusieurs milliers de jeunes Ukrainiens ont fui leur pays depuis le début du conflit. 18 000 enfants et adolescents réfugiés sont aujourd'hui scolarisés en France et certains d'entre eux devaient passer le ZNO, l'équivalent du bac chez nous. Face à la situation, la France a répondu favorablement à la demande du gouvernement ukrainien de mettre à disposition dans le pays des centres d'examen permettant de passer de manière dématérialisée au cours de cet été les épreuves du ZNAO aux élèves ukrainiens. Merci Mickaël. Alors quel sera le prix du repas à la cantine à la rentrée? L'inflation actuelle va-t-elle inévitablement augmenter les prix? Que va faire l'État? On en parle tout de suite dans la question du jour. Et pour en parler, je suis ravie d'accueillir Virginie Lanlot. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes première maire adjointe de Meudon, dans le 92, donc qui est une ville charmante à côté de Paris. Je vous recommande d'y aller, moi j'adore. D'ailleurs, non mais c'est vrai, il faut le dire. Non, parce que c'est formidable d'avoir une émission qui permet aussi de se balader dans toute la France et de pouvoir aller voir des territoires qu'on connaît peu. C'est vrai, on est toujours sur Paris, sur les grandes villes, alors que la France est si belle. Alors, 92 Meudon, vous êtes déléguée à l'éducation et vous êtes coprésidente de la commission alimentation-restauration collective de l'Association des maires de France. Laurent Terrasson, qui est avec nous aussi en plateau, qui est déjà venu. Bonjour, oui, comment ça va? Bonjour Virginie, oui ça va. Et moi je vais à la cantine de Meudon. C'est vrai? Oui, je vais manger là-bas. Pas mal, j'adore l'idée. Vous êtes directeur de l'Autre Cuisine, magazine que j'ai entre les mains, qui est un trimestriel, et président de l'association Cantine Responsable. Vous allez comprendre, hein, on parle de cantine aujourd'hui, clairement. On va parler cuisine pour les enfants. Et enfin, par Skype, je suis ravie d'accueillir Guillaume Delceau. Bonjour. Bonjour. Merci Guillaume. Bonjour, alias le cantinier sur Instagram, un carton plein. Et oui, c'est ça, avec la toque. J'ai mon petit calot. Le calot, voilà, de cantinier. Alors, vous êtes cantinier à Bressuire, c'est ça? Dans les Deux-Sèvres? Bressuire.
Voilà. C'est ça. C'est Laurent Terrasson qui m'a soufflé près de Niort. Il m'a dit non, mais je sais, je connais bien Bressuire. Alors merci à tous les trois d'être là. On a tous le sourire, mais enfin on est tous quand même paniqués par ce qui se passe aujourd'hui en France pour des tas de raisons qu'on connaît. Évidemment par l'enfer de la crise, par le Covid, par cette guerre en Ukraine et par donc évidemment ce constat dramatique du manque de produits essentiels dans les magasins. On a beaucoup parlé de l'huile de tournesol. Maintenant il y a la moutarde qui est en rupture dans toutes les stocks alimentaires. Et évidemment, la cantine en paie les frais aussi. Les contrats entre les communes et la restauration scolaire sont en train d'être révisés. Le secteur demande entre 7 à 8% de hausse pour retrouver un équilibre financier à cause justement de cette inflation. Est-ce que les communes vont demander du coup aux parents de payer plus? Alors, Virginie Lanlot. C'est un sujet effectivement qui nous anime en ce moment. Toutes les communes n'ont pas encore vu leur prix être révisés en fonction du mode d'exploitation dans lequel elles se trouvent. Nous, on s'est posé la question à Meudon sur ce sujet-là. Dans un contexte où le pouvoir d'achat de nos concitoyens est impacté, nous ne nous sommes pas pour le moment posé la question de revaloriser la tarification de la restauration collective, de la restauration scolaire. Donc pour le moment, on a décidé de ne pas bouger parce que c'est aussi impacter nos familles et notamment les enfants qui ont besoin, pour une grande majorité d'entre eux, de bénéficier de ce service public. D'une part parce que les parents travaillent, d'autre part aussi parce que on sait que pour de nombreux enfants, c'est le seul repas équilibré de la journée et que pour nous, il n'est pas question pour le moment de répercuter ces hausses de prix sur la restauration scolaire. Mais on se pose le seul repas équilibré, pour certains, c'est le seul repas tout court. Et pour certains, tout court, tout à fait. Alors après, effectivement, en fonction des situations familiales, mais on se pose quand même des questions parce qu'on sait très bien que les budgets de fonctionnement des collectivités sont fortement impactés, qui sont de plus en plus augmentés de par, notamment au niveau de la masse salariale, des ressources humaines, où nous sommes impactés par des revalorisations, et ce qui est tout à fait normal et légitime, notamment sur les salaires, les points d'indice, mais sur lesquels nous, on n'a pas la main. Donc en fait, on subit des hausses de budget de fonctionnement et on n'a plus de ressources à côté qui peuvent compenser ces hausses de fonctionnement. Donc il y a un vrai sujet et dans les mois qui viennent, il va bien falloir échanger avec le gouvernement sur ces sujets-là pour voir comment on peut accompagner tous les acteurs des collectivités, tous les acteurs de la communauté éducative qui sont impactés sur ces sujets-là. Bien sûr. Alors Guillaume Delso, évidemment, ce n'est pas trop votre sujet, j'imagine, le prix, en tout cas l'aspect financier de ce qu'est une cantine, mais est-ce que vous savez ou est-ce qu'on vous en parle de ce qu'on paie quand on paie la cantine scolaire? Parce qu'il y a évidemment ce que l'on mange, mais il y a aussi la main-d'œuvre, le coût du repas et tout ce que ça implique. Oui, c'est ça. Mais c'est qu'en collectivité, en fait, les parents d'élèves payent le coût matière de ce qu'ils mangent et on ne prend pas en compte le coût du personnel et des frais de fonctionnement. Mais en ce moment, au niveau des approvisionnements, enfin voilà, c'est compliqué pour trouver du poulet, des œufs, de la moutarde, c'est de plus en plus compliqué. Après, le prix augmente. C'est pas impacté encore sur les budgets, on n'est pas restreint, mais ça commence vraiment à être un casse-tête au niveau des commandes déjà. C'est-à-dire que par exemple pour vous, en tant que cantinier, j'imagine que l'huile, c'est quand même un élément essentiel pour frire. Peut-être que vous faites pas beaucoup de frites ou moins qu'avant, mais il y en a encore des frites à l'école, rassurez-moi. Ça existe. Oui. En fait, une huile en restauration scolaire, c'est utilisé plusieurs fois. On la filtre à chaque fois. Et du coup, une huile, vu qu'on fait des frites juste une fois toutes les 4 ou 5 semaines, ça dure une année et on a des stocks d'huile encore de l'année dernière. Donc sur l'huile, ça va encore. Oui, mais effectivement, la moutarde, et on imagine le reste. Qu'est-ce qui pourrait manquer comme aliment de première nécessité? Vous savez, vous, Laurent Terrasson, ou pas? Non, mais on a dit l'huile de tournesol. Non, mais le débat sur le prix en général, et c'est une question importante aujourd'hui. On ne se la pose pas suffisamment parce que je pense que certains ont fait augmenter les prix trop vite et en profitent. Quand vous dites certains, c'est qui? Je dirais pas non. Non, je ne dirais pas. Mais donnez des titres alors, je ne sais pas, quelque chose. Vous le voyez bien. Enfin, bon, la moutarde, le problème, c'est qu'on a le problème de la moutarde qui vient du Canada. Bon, voilà.
Mais ça, c'était forcément, ça faisait partie de l'inflation qui était en cours depuis le début d'année. Après, on a l'Ukraine. L'Ukraine, d'un seul coup, on a vu venir ce surcoût de l'huile de tournesol. Oui, c'est ça, de tournesol. Oui. Mais en fait, le problème, c'est qu'on a des stocks, comme le dit Guillaume. On avait des stocks, hein, et pourtant, ça a augmenté. Bon, écoutez, allez comprendre qui a augmenté aussi rapidement. Donc, mais de toute façon, ça va augmenter. Et c'est le problème, la question qu'on doit se poser, c'est comment vont faire les élus à la rentrée ? Effectivement. Alors, vous, effectivement, à Meudon, on va très certainement être un peu mesuré. On voit des communes là qui annoncent déjà une augmentation des tarifs. On voit d'autres communes qui ne veulent pas augmenter les tarifs. On voit que ça touche surtout les enfants défavorisés, que ça ne va pas toucher certaines familles, hein, ou au moins un peu moins. Mais de toute façon, le budget de la commune sera la classe impacté. moyenne, qui est quand même la plus importante, Oui, elle va être c'est très ça. touchée aussi, Forcément, quoi qu'il arrive. forcément. On voit bien avec le prix de l'essence aussi. Enfin, je veux dire, c'est dramatique. Exactement, parce qu'en plus, il y a les coûts du transport, il y a les coûts... Enfin, de toute façon, les choses ont augmenté. Sur le budget global de la collectivité, ça va augmenter. Mais quand on voit des collectivités où simplement le budget de la restauration collective représente, alors ça j'illustre on va dire par rapport à des extrêmes, mais 60% du budget de la commune passait dans la gestion de la restauration collective. Vous imaginez l'impact que ça a ? Bien sûr. Et ensuite, si on a une baisse de dotation de l'État, ça va être de plus en plus difficile. Alors, toute la question, c'est de se poser ce service. Ce service, il coûte aux communes, parce que ce service, c'est 140 services. Je l'avais dit la dernière fois, 140 services par an. Vous imaginez dire à un restaurateur, vous allez ouvrir votre restaurant juste le midi pour un tiers de l'année ? Mais vous avez des infrastructures, vous avez des équipes. Peut-être qu'il faut repenser la restauration sociale. Peut-être que, au-delà du chèque déjeuner, les collectivités peuvent servir des repas à des familles précaires, à des mamans seules avec leurs enfants qui n'ont pas toujours le temps de cuisiner, peut-être à des seniors. Vous voyez, donc peut-être que ce service-là, c'est peut-être le moment de repenser le service pour les collectivités. Je parle en particulier des communes. Je pense que c'est beaucoup plus, là j'ai vu dans les débats qu'on organise avec le ministère de l'Agriculture actuellement, les défis de ma cantine. En fait, c'est plus facile pour les conseils régionaux et c'est plus facile pour les conseils départementaux d'augmenter. Et ce budget, je pense, va être augmenté, mais ça passera un peu plus inaperçu. C'est beaucoup plus difficile pour les collectivités. Plus compliqué pour les collectivités et pour les communes. D'autant plus que c'est compliqué parce qu'effectivement, comme cela a été dit, le coût de ce service du temps du midi, ce n'est pas que le repas. Ces 70%, ce sont l'encadrement, c'est l'encadrement des enfants, c'est les frais de fonctionnement, c'est les immobilisations, c'est le nettoyage, c'est le personnel, les frais de production et c'est évidemment ce qu'il y a dans l'assiette. Donc c'est un global, c'est pas uniquement ce qu'il y a dans l'assiette. Donc il faut qu'on puisse revoir tout ça. Et effectivement, vous avez raison, on essaie aussi de repenser la lutte anti-gaspillage, donc de redistribuer ce qui n'a pas été consommé, le vendre à moindre coût à des familles qui sont en difficulté. Alors justement, je voudrais en parler justement à notre cantinier qui était avec nous, parce qu'on en est où de la cantine justement à 1 €, comme l'avait annoncé Emmanuel Macron ? Est-ce que c'est fait ou pas ? C'est mis en place depuis le 1er avril 2019. Est-ce que c'est valable partout ? Est-ce que c'est valable chez vous déjà, Guillaume, pour aider les familles les plus modestes ? Et est-ce qu'on peut réussir à faire un repas de qualité pour 1 €? Alors, pour 1 €, ça me paraît compliqué, à moins qu'il y ait des subventions des collectivités. Moi, je voudrais revenir sur un point par rapport à ces augmentations de budget. Je pense que les collectivités vont être tentées par la privatisation de la restauration scolaire. Et j'ai envie de dire que ce n'est pas vraiment une bonne idée. Il faut faire attention parce que la privatisation, c'est de la perte en qualité au niveau pour les élèves. Et ça vraiment, ça me fait peur. Pourquoi vous parlez de perte en qualité ? Pourquoi privatiser, selon vous, va nous faire perdre en qualité ? En fait, quand on privatise, si les subventions ne sont pas derrière, le coût du repas, il y aura les coûts de fonctionnement, les frais de personnel inclus dans le prix du repas, ce qui fait que le repas va augmenter.
forcément. Alors, une réaction de Virginie Orlot qui n'a pas l'air d'accord en plateau. Je suis effectivement pas d'accord. Il y a une majorité de communes qui font appel à des prestataires extérieurs en établissant des marchés ou des DSP. C'est le cas chez vous? C'est le cas chez nous, tout à fait. 92. On est en marché avec un prestataire. Ça dépend ce que vous allez mettre dans votre cahier des charges. Quand vous êtes exigeant dans votre cahier des charges, en termes de produits de qualité, en termes de fabrication et que vous contrôlez, moi je vous invite très sincèrement à venir déjeuner à la cantine à Meudon. On a changé de prestataire il y a 3 ans maintenant. Dans toutes les cantines publiques, vous voulez parler? Toutes les cantines, tout à fait. Privées aussi, sous contrat? Ah non. Public uniquement? Non, uniquement public. On ne se charge pas de la restauration scolaire dans les écoles privées. On se charge déjà du public, c'est déjà pas mal. J'ai 3200 repas jour, plus les crèches, plus nos seniors. Donc ça dépend ce que vous mettez dans votre marché. Est-ce que par exemple on peut manger, on dit local entre guillemets, justement à Meudon? Est-ce qu'on favorise, parce qu'on parlait de la moutarde qui vient du Canada, mais non mais attendez, je pose la question. J'ai pas encore transformé la forêt de Meudon en champ de betteraves, salades et autres. Mais par contre, on est quand même en Île-de-France et qui est aussi un producteur important en Île-de-France. On a quand même des producteurs. Donc dans le cadre de notre marché que on a établi avec notre prestataire, on privilégie les circuits courts, on a du bio, on privilégie la viande française, on privilégie, enfin bref, on a tout cadré en fonction de la loi Egalim aussi, qui a permis de faire ce cadrage-là et de pouvoir s'investir et investir sur la restauration scolaire. Donc non, je ne suis pas d'accord quand on dit attention, danger, la privatisation. Ça dépend comment nous, collectivités, comme étant en responsabilité politique, on met les règles pour justement pouvoir être en mesure de proposer des repas de qualité. Est-ce que les instances... Vous êtes un bon exemple de privatisation, c'est bien parce que ça redore un peu l'image, parce que moi j'ai des retours beaucoup sur mes réseaux sociaux sur la privatisation, et là c'est un bon exemple Meudon, donc c'est plutôt sympa de le faire savoir aussi, c'est cool. Alors justement, Guillaume Delso, pourquoi vous avez voulu justement vous lancer sur Instagram et montrer à quel point le métier de cantinier était peut-être un petit peu différent de l'image qu'on avait, parce qu'on a cette image voilà, de la fameuse... D'ailleurs, est-ce que vous servez toujours la macédoine à l'école? C'est pas possible, ce cauchemar de la macédoine. Vous le faites, vous, ou pas? Oui, on le fait, mais il y a une bonne façon de le faire, forcément. Oui, on fait de la macédoine qui est appréciée par les élèves, tout à fait. Non, mais c'était justement une façon, voilà, ma question c'est ça. Qu'est-ce qui m'a donné envie de faire tout ça? C'est de redorer un peu l'image médiocre des cantines, alors que voilà, il y a beaucoup, on est nombreux, de plus en plus nombreux à faire notre métier avec passion. Et j'essaye de le mettre en avant via les réseaux. C'est ça qui est sympa. Ça tire un petit peu les gens vers le haut. Et ça donne aussi envie aux jeunes de venir travailler, parce qu'on cherche du monde pour travailler dans la restauration scolaire. Oui, bien sûr, j'imagine. Et donc, grâce à justement tout ce que vous entreprenez sur Instagram et à vos vidéos postées, eh bien, vous avez aussi un échange avec tous ceux qui travaillent dans ce métier-là, avec les parents, les élèves. Ils sont en réaction? Oui, ils sont en réaction. J'ai beaucoup de collègues qui se disent « Ah, c'est bien, tu redores l'image, tu dis voilà, qu'on fait bien manger dans les cantines, les élèves, ils m'envoient leur plateau de cantine, ils sont fiers de bien manger à la cantine. » D'autres, un peu moins, forcément. Il y a du pour et du contre. Mais ça permet de faire un état des lieux de la restauration scolaire en France. Là, c'est la crème de la crème, hein, quand même. C'est bien, parce qu'effectivement, il y a des très bonnes cantines, ça, il faut le souligner. Mais vous savez que c'est une bonne cantine ou pas? Vous avez été goûté? J'en suis sûr. Écoutez, je vois bien. Mais je vais y aller à Bressuire très prochainement. Non, mais c'est vrai. Je pense que il y a vraiment des gens qui sont très engagés en restauration collective et sociale. Mais dans l'éducation de manière générale, parce que ce n'est pas les salaires qui vous permettent de vous engager, donc je crois que c'est une vocation aussi. Quand on est comme vous, Guillaume Delso, non mais réellement, c'est justement cette vocation, cette envie de pouvoir donner le meilleur à nos enfants, j'imagine, qui vous motive chaque jour. Et c'est tout le problème de l'éducation. Oui, et puis c'est pas qu'une personne. Hein. Si j'étais tout seul à bien vouloir faire à manger dans le restaurant scolaire où je travaille, j'y arriverais pas. C'est la gestionnaire qui aime bien manger, c'est les collègues qui ont envie de bien travailler, c'est tout un écosystème. Hein. C'est ce que je dis à chaque fois. Hein. Oui, c'est possible de bien manger dans toutes les cantines de France, mais il faut pas être tout seul, forcément. Et en fait, qu'elle soit publique ou privée. Et le problème, c'est que qu'elle soit publique ou privée, en fait, il faut que les communes, elles ont une responsabilité par rapport aux sociétés de restauration, c'est d'être vigilants
par rapport au respect du cahier des charges qui a été signé au départ. Et effectivement, il faut, je pense, avoir une personne dédiée à bien vérifier qu'on avait mis de la bio dans le cahier des charges. Est-ce qu'on a bien des produits bio? Est-ce que les menus sont respectés? Et là, le problème par rapport à ces ruptures, peut-être d'approvisionnement, là, ça va être difficile encore à la rentrée. Et l'autre chose, Guillaume, que vous soulignez, c'est, je pense, là où on peut avoir de l'inquiétude, c'est le manque de personnel en cuisine. Et ça, c'est de plus en plus difficile pour les collectivités. C'est-à-dire que quand les collectivités n'ont pas de chef comme vous, pas de compétences, eh bien c'est finalement, effectivement, comme vous le subodorez et comme on le subodore, c'est-à-dire que le privé va forcément, je pense, gagner des parts de marché, va avancer, puisqu'il va apporter un service que les collectivités n'ont pas les moyens de faire aujourd'hui. Voilà. Alors justement, ces contraintes dont on parle, Guillaume, et c'est ma dernière question parce que je sais que vous devez filer, mais c'est juste qu'il y a beaucoup de contraintes évidemment financières, des contraintes avec les collectivités, mais aussi pour un chef de restauration collective, eh bien aussi gérer les allergies alimentaires, par exemple, de certains enfants. Il y a aussi les repas sans porc. Il y a ceux qui veulent manger du poisson le vendredi. Enfin, comment vous faites pour pouvoir organiser tout ça? C'est quand même complexe pour vous. En fait, on s'adapte au niveau des allergies. On a des plans alimentaires individuels qui sont établis par l'infirmier et le médecin de l'élève. Après, quand il y a du porc au menu, on met toujours naturellement une autre viande. Et on a un multi-choix au self. Donc, c'est vraiment des choses qui sont simples à mettre en place. Le menu végétarien, on s'adapte aussi. On essaie de proposer quotidiennement des alternatives. Merci beaucoup. Pour satisfaire, mais oui, la plupart de nos convives. Écoutez, vous en avez 3 autour de cette table. Je pense qu'on viendra goûter les fameux mets à Bressuire et parler éducation avec vous, avec joie, si vous nous invitez. Remarque, parce que nous, on s'invite, mais peut-être qu'en fait, il ne veut pas nous voir. Dans la fonction publique, on ne peut pas inviter n'importe... Enfin, on ne peut pas inviter... on paiera. Voilà, c'est la fonction publique. On paiera notre repas, mais on viendra voir. Merci mille fois d'avoir été avec nous. Redites-nous votre compte Insta. Pour votre invitation. Il s'appelle Le Cantinier, hein, c'est ça, le compte Instagram? Voilà. Le point Cantinier. Oui. Voilà, le point Cantinier. Merci mille fois d'avoir été avec nous. Je poursuis avec vous, Virginie Lanlot et Laurent Terrasson, pour parler justement de ces cantines, parce que j'avais vraiment envie quand même qu'on puisse avoir le point de vue d'un cantinier. Parce que l'image, c'est terrible, parce que cette image de l'éducation nationale de manière permanente et de l'éducant, enfin de l'éducateur, celui qui enseigne, celui qui aide en permanence, est toujours un peu difficile encore aujourd'hui. On croit que les enseignants ne travaillent pas, ou presque, qu'ils sont tout le temps en vacances, qu'ils sont en conflit avec les parents en permanence, etc. Pourquoi il y a encore ce poids-là qui perdure, Laurent Terrasson? Non, mais je ne vais pas répondre pour l'éducation nationale, parce que, en fait... Non, mais vous avez une idée quand même de ce qui se passe aujourd'hui. C'est une question de dialogue, c'est une question aussi d'investissement, de temps que l'on passe. Effectivement, il y a de plus en plus besoin, et dans ce contexte qui est d'autant plus compliqué, d'être à l'écoute des préoccupations des uns et des autres, que ce soit nos familles, nos enfants, les personnels qui travaillent et toute la communauté éducative qui travaille sur nos communes. On a besoin d'être à l'écoute, on a besoin d'être réactif, on a besoin de pouvoir apporter des réponses. Alors effectivement, on sent que c'est tendu en ce moment, c'est une certitude. Et on se doit, nous, en tous les cas, en tant qu'élus, d'accompagner sur le terrain. On n'a pas les réponses à toutes les questions, on n'a pas les réponses à toutes les préoccupations. Mais le principal, c'est d'écouter et d'accompagner. Et on essaye de le faire au quotidien. Je pense que le dialogue avec les enseignants, les parents d'élèves, c'est du travail de long cours que l'on fait au quotidien. En ce qui me concerne, ça fait 14 ans que je le fais, donc je connais bien ma ville et ceux qui fréquentent les écoles. Mais voilà, c'est comme vous le disiez, c'est une vocation, on a envie de faire au service des autres, et c'est ce sur quoi on s'engage tous les jours. Je vous voyais réagir quand je posais la question, évidemment, à Guillaume Delceau sur l'idée des contraintes, effectivement, pour chaque enfant, des allergies, ou de la contrainte, effectivement, parfois religieuse, en fonction de l'alimentation, ou tout simplement parce qu'il faut pouvoir avoir le choix. Comment vous faites pour pouvoir jongler avec tout ça? On est sur un service public, laïque, ouais. Donc voilà, donc effectivement, les familles ont la possibilité, en fonction, quand du sans porc, sans viande, et puis quand il y a des allergies, effectivement, c'est en lien avec l'infirmière scolaire, les médecins, donc ça peut être
soit on fait attention aux allergènes et on ne donne pas le plat qu'il faut, soit on va, quand c'est vraiment des très très grosses allergies, les parents apportent le panier repas que l'on peut garder dans un frigidaire et on fait en sorte de servir le repas. Donc ça nous arrive, et c'est de plus en plus fréquent. Oui, c'est de plus en plus fréquent et c'est vraiment très très difficile. Ouais. C'est un service spécifique. Hein. Le pire que l'on voit, c'est dans les hôpitaux. Mais bon, ça, c'est pas notre sujet. Ouais. Mais par contre, quand même, Virginie, il y a quand même une chose, c'est que l'éducation nationale, quand vous parliez de la cantine à 1 euro, c'est l'éducation nationale qui a lancé ce programme. C'est pas les collectivités, alors que c'est pas l'éducation nationale qui gère la restauration collective. Donc on est un peu dans un dilemme. Et c'est vrai que il y a aussi l'opération du petit déjeuner à l'école. Ce programme où je pense que la dotation, c'est à peu près 11 millions d'euros. Mais bon, là, je peux me tromper. Hein. C'est 2 euros, je crois. Oui, mais en fait, les collectivités qui, par obligation, voient des enfants en difficulté le matin, vont déployer des services pour servir un petit déjeuner à ses enfants. Si ça ne passe pas par le chef d'établissement, si ça ne passe pas par un enseignant, il ne bénéficie pas de cette aide-là. Donc en fait, effectivement, je pense qu'il y a eu, et là je mets pas c'est simple, il y a eu souvent une sorte de frontière entre l'éducation nationale et les services des collectivités qui assuraient non seulement le repas, mais tout l'encadrement des enfants le matin, le midi et le soir. Parce que souvent, moi j'ai vu des élus me raconter l'anecdote, les parents viennent me voir, ils me disent « Mais monsieur, votre repas c'est pas bon » et le maire me dit « Mais je suis pas restaurateur. Enfin, vous voyez, c'est pas la seule chose que je fais. » Donc il faut faire attention, c'est-à-dire toute la dimension de l'élu qui est de l'encadrement de l'enfant hors du cadre de l'éducation nationale et aussi de l'implication de l'éducation nationale par rapport à le contexte de on va dire, l'éducation alimentaire, l'accompagnement et tout ça. Et ce lien-là est peut-être en train de changer puisqu'au ministère de l'Éducation nationale, il y a une personne qui vient d'être nommée tout à fait. Et qui s'occupe des liens avec les collectivités. Alors, peut-être que là, d'un seul coup, est-ce que c'est la loi de décentralisation qu'on appelle la loi 3DS qui finalement fait bouger les choses? Il y a des conventions qui vont être signées entre les collectivités. Alors là, je parle des départements et des régions. Oui, mais les ministères pourraient travailler ensemble aussi, par exemple de l'agriculture, avec le ministère de l'Éducation nationale. Ils travaillent déjà ensemble sur un certain nombre de sujets dans des instances comme le CNRC ou le SCNA. Il y a quand même tous ces acteurs qui travaillent ensemble. Mais effectivement, après, il faut qu'on arrive à faire bouger les lignes. C'est jamais très simple de travailler en transversalité de compétences. Oui. Et je voudrais revenir sur la cantine à 1 euro. J'ai envie de saluer quand même l'ensemble des collectivités qui s'engagent à mettre en place des tarifs sociaux. Parce que la cantine à 1 euro, c'est effectivement une chose, mais il y a énormément de collectivités qui déjà mettent en place des tarifs dégressifs en fonction des revenus et avec des tarifs sociaux qui vont de 0,50 centimes le repas à 7, 8 euros en fonction des revenus. Donc ces collectivités sont déjà dans cette démarche-là. Donc on n'a pas forcément attendu. Donc c'est ça qui est important. C'est que je pense qu'il faut faire confiance au local pour pouvoir remonter les expérimentations. En fonction des territoires, on n'a pas les mêmes populations, on n'a pas la même organisation, on a des inégalités de territoire et je pense, les élus de terrain dans les villes sont les mieux placés pour pouvoir faire remonter tout cela et se servir de ce qu'on sait sur le terrain, de ce qu'on pratique au quotidien pour donner un cadre certes général, mais qu'on peut adapter sur notre territoire sans être en verticalité pour imposer des choses. Et ça, je pense qu'on commence à vraiment l'entendre. J'espère que ça sera le cas dans les prochains mois et dans les prochaines années. Je pense qu'on va dans le bon sens, mais il ne faut pas qu'on lâche le morceau. Bah écoutez, j'espère que vous serez entendus en tout cas. Ça paraît si logique à vous écouter. Merci mille fois à tous les deux d'avoir été avec nous. Virginie Lanlot, je rappelle que vous êtes première maire adjointe de Meudon dans le 92, déléguée à l'éducation et vous êtes aussi coprésidente de la commission alimentation-restauration collective de l'Association des maires de France. Face à vous, donc il y avait Laurent Terrasson qui est directeur de l'autre cuisine. On n'en a pas parlé, mais on en a déjà parlé la dernière fois, mais c'est un super mag et il faut l'acheter. Qu'un trimestriel, président de l'association Cantine Responsable, chacune, les deux, Virginie la Brune, Virginie la Blonde. Voilà, et on remercie encore Guillaume Delceau d'avoir été avec nous, qui est donc le cantinier, le point cantinier sur Insta à suivre. On reparlera évidemment des cantines ensemble. Merci beaucoup. Restez avec nous, on marque une courte pause et on se retrouve dans un instant.
le lien entre chute libre dans une soufflerie et les maths? Eh bien, a priori, il n'y en a pas, mais si. Si. Cela permettrait de rendre les sciences plus attractives. Bonjour Kevin Lemasson. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va en parler justement, comment rendre la science plus attractive. Et vous avez développé une idée absolument géniale. Vous êtes le responsable marketing de iFly Paris, c'est ça? Tout à fait. Et vous venez nous présenter cette nouvelle activité sportive et éducative qui est iFly. C'est pas I Believe I Can Fly, hein? C'est pas Cadmerade. Non, mais on pourrait. On n'est pas loin. C'est ça, mais racontez-moi iFly, parce que j'ai une petite idée quand même. Mais Alors, donc, iFly Paris, en fait, donc, nous, on a ouvert en novembre 2016 au sein donc, du bâtiment donc, de la Cité des Sciences, donc, dans le centre qui s'appelle Villeup. Et c'est pour la découverte et la pratique donc, de la chute libre indoor. Donc, on accueille à la fois des personnes qui vont faire donc, un anniversaire, un enterrement de vie de célibataire, des entreprises qui viennent pour un team building et des sportifs qui vont s'entraîner également donc, en soufflerie. J'aime bien l'enterrement de vie de célibataire, ça serait l'idée de la chute libre. Regarde, voilà ce qui t'attend. Alors, le lien, parce que sur le côté attractif, ludique, etc., on imagine très bien, mais le lien justement avec les maths. C'est-à-dire que lorsque les enfants, si je peux dire enfants, parce que c'est valable pour quoi? Pour quel âge en fait? Alors, c'est à partir de 5 ans pour les enfants. Après, il n'y a vraiment pas d'âge pour pratiquer. Donc, de 5 ans jusqu'à 17-18 ans, on apprend aussi les maths. C'est-à-dire qu'on apprend par exemple la loi de la pesanteur, on apprend quoi? C'est ça. En fait, donc, c'est un programme qu'on appelle STEM. Donc, c'est un programme qu'on a adapté donc, de nos confrères anglo-saxons, parce que iFly est une marque internationale. On a 90 souffleries sur la planète. Ouais. Et en fait, c'est un programme qui s'appelle STEM, donc sciences, technologies, éducation et mathématiques. Et vous allez en fait vivre une expérience à la fois ludique et pédagogique. Donc, en fait, ce sont les professeurs qui vous appellent, les enseignants? C'est ça, tout à fait. Ils viennent avec leur classe? Comme ce matin, par exemple, on a une classe, donc, une classe donc, de CE2 avec 42 élèves. Donc, on les accueille, en fait, ils ont 30 minutes donc, d'accueil, d'enregistrement. Après, vous avez donc, un cours vraiment très... c'est vraiment vulgarisé sur les notions donc, de gravité, de traînée, de portance. Et après, vous avez donc, une séance donc, dédiée pour faire voler donc, des objets. D'accord. Donc, des objets. Vous leur montrez à quel point, par exemple, une pomme peut voler, mais l'enfant ne vole pas dans le cadre de... Alors, l'enfant va voler après. Ah, vous leur faites aussi tout à fait. Un essai? Oui, tout à fait. D'accord. Seul ou accompagné? Toujours accompagné avec le moniteur, parce qu'en fait, vous pouvez voler seul uniquement si vous êtes validé autonome en soufflerie, parce que vous êtes vraiment sur une activité sportive. Et alors, comment sont... Parce que quand on est en CE2, on a quel âge en CE2? On doit avoir 8 ans, 9 ans? 8-9 ans. Voilà, 8-9 ans. Mon fils a 8 ans, donc il est en CE1, donc il va passer en CE2 voilà, l'année prochaine. 8-9 ans. Donc concrètement, ça veut dire quoi, par exemple, vous leur apprenez quoi comme notion de maths ou de physique? Alors, c'est vraiment très, très basique. Donc, par exemple, on leur explique ce qu'est donc, la gravité. Donc, c'est le fait donc, d'aller donc, vers le sol. Donc, la traînée, c'est la force qui est contraire, donc, qui est vraiment contraire donc, à l'objet. Et après, ce qu'on fait, c'est qu'on fait voler des vortex, par exemple, des ballons de foot, des ballons un peu plus grosses, et on leur explique que les objets avec une faible surface, il va falloir donc beaucoup de vent pour les faire voler, et les objets avec une plus grande surface, vous allez avoir beaucoup moins de vent pour les faire voler. Et à partir donc, de ce moment-là, on fait un jeu avec eux sur le fait, par exemple, voilà, est-ce qu'il faut plus de vent pour faire voler donc, une grosse balle ou moins de vent, et après, donc, c'est un jeu qu'on met en place avec les enfants. Et vous les sentez totalement captivés par... Je les entends, moi je suis dans un bureau à part, et je les entends crier, et c'est vraiment super frais donc, de voir donc, autant... Mais crier, pourquoi ils crient? Quand ils voient le ballon voler ou quand ils sont eux-mêmes en vol? Ils crient parce qu'ils voient le ballon voler, mais également donc, les moniteurs, parce que donc, les moniteurs font aussi un show pour leur montrer ce qui est possible de faire, donc à la fois avec des objets, mais également avec le corps. Ah oui. Donc, voilà, tout à fait. Donc juste en vous positionnant au niveau du vent, vous allez donc soit monter, soit descendre, soit tourner, soit déraper, et en ayant une très grande surface au niveau du vent, vous allez monter tout en haut donc, de la soufflerie. Mais c'est hyper impressionnant. Mais alors attendez, ça c'est valable donc pour les enfants qui viennent dans le cadre de l'enseignement, donc avec leurs enseignants, les titulaires. Mais est-ce qu'on peut aussi venir, par exemple, Mickaël ou moi, avec nos enfants et faire ce essai-là? Tout à fait. Moi, je l'ai fait avec mes enfants donc l'année dernière. Comme je vous le disais, c'est à partir de 5 ans. Vous pouvez venir pour un anniversaire. Donc nous, tous les week-ends, on est remplis d'enfants et de familles pour... Oui, mais avoir le même cours de maths. Alors non, c'est vraiment dédié pour les enfants. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est donc subventionné par le club départemental de parachutisme de Paris et soutenu par l'Agence nationale du sport, qui nous accompagne sur ce projet depuis maintenant 4 ans. On a pu le sortir maintenant. On devait le sortir avant le Covid, mais bon, donc on a eu 2 années donc, de retard sur le projet. Ça fonctionne avec une soufflerie? C'est ça. Ça s'apparente vraiment à de la chute libre? Alors, on recrée donc des conditions qui sont identiques à un saut d'avion. Donc là, en fait, vous êtes comme si vous étiez en train de voler donc, dans le ciel, sans avion, sans problème donc, de météo et sans parachute.
Mais attendez, expliquez-moi, on commence, on est en bas, on est dans le sol. C'est ça. En fait, c'est que vous allez donc on est porté. Voilà, vous allez en fait vous allonger sur l'air. On appelle ça chute hybride down. On ne va pas vous pousser donc à 10 mètres. Oui, parce que moi j'ai le vertige par exemple. Donc si. Alors, la notion de vertige, vous l'avez pas du tout. Par exemple, moi j'ai le vertige. Je sais que je sauterai jamais donc d'un avion. Oui. Mais la chute hybride down, en fait, le fait d'être accompagné par le moniteur et que le moniteur soit debout à côté de vous, le référentiel du vide, vous l'avez pas du tout. Et vous regardez jamais en bas, en fait. Vous regardez toujours en face de vous quand vous volez en soufflerie. Et on vous pousse pas comme dans un saut en parachute. Non. Parce que vous partez du bas. Tout à fait. En fait, vous avez ce qu'on appelle donc l'antichambre et vous êtes assis. Donc vous êtes entre 12 et 13 personnes par séance et vous allez chacun votre tour faire votre expérience de vol. D'accord. Et pour les professeurs, justement, qui sont, vous dites, au sein de la soufflerie, avec les élèves qui crient autour, après, ils expliquent, en sortant, en fait, de cette soufflerie, ils expliquent clairement... En fait, c'est que sur la partie court, donc, qui est avant donc, le vol donc des objets, vous avez une partie qui explique la soufflerie. Alors, pas vraiment le côté trop technique, parce que même moi, le côté technique, je suis un peu perdu, mais juste comment ça fonctionne. Donc, nous, vous avez, en fait, la soufflerie qui est en plein milieu, donc fait 18 mètres donc, de hauteur de vol, des tours de retour d'air. Vous avez donc les moteurs qui sont en haut. Donc, on allume donc les moteurs pour faire démarrer donc, la soufflerie. Et vous avez l'air, le vent qui passe, en fait, en circuit continu. Et vous avez, en fait, le même vent à l'intérieur donc, de la soufflerie à tous les niveaux. Et il y a un filet quand même. Et il y a un filet, toujours. Ça me rassure. Voilà. C'est pas comme en télévision où il y a zéro filet. Exactement. Alors, je sais que c'est pas votre activité principale par rapport à l'enseignement, mais enfin, peut-être que vous avez été sensibilisé à ça. Il y a un problème avec les mathématiques en France. Oui, je sais, on n'a pas un très bon niveau. Ouais. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. On est même très mauvais. Ouais, on est très mauvais, on est avant-dernier, en Europe en tout cas. Et on a un vrai problème par rapport aux maths, parce qu'en plus, il y a un désintérêt suite, effectivement, aux réformes qui ont été faites des élèves pour les mathématiques. Alors peut-être que ça va revenir, puisque les maths reviennent dans le tronc commun, mais comme une option, donc c'est un peu compliqué. Est-ce que vous pensez que ce type, justement, d'activité un peu ludique, mais qui parle de physique, qui parle de maths, peut permettre, justement, à nouveau, aux enfants de s'intéresser et de comprendre à quel point les maths sont partout, en fait, au quotidien? Alors, moi, je suis issu donc, d'une formation scientifique, donc je sais à quel point c'est important de travailler donc, les maths et la physique. Après, on n'est pas du tout là pour remplacer donc, les cours, les professeurs, on est juste là pour apporter un complément. Bien sûr. Et là, en fait, cette expérience-là apporte là ce que vous avez à la fois donc, des cours, travaux pratiques et du sport. Et je pense que tout doit être lié. Et également avec l'activité sportive. Et là, le fait donc, de pouvoir donc, mélanger à la fois donc, des notions donc, de force, donc, de gravité, pour comprendre quel geste il faut faire pour pouvoir donc, voler, pour pouvoir faire voler donc, un objet, c'est important. Et c'est important aussi donc, de pouvoir voir donc, dans l'espace. Qu'est-ce que vous avez fait comme formation pour être scientifique? J'ai fait une formation S de base, et puis après, je suis allé donc, dans le sport directement. Ouais. On apprend beaucoup donc, des notions de biomécanique, comment on fait pour faire tel geste, pour avoir donc, un bon service au tennis, par exemple. Et c'est vraiment sur des choses vraiment très basiques. Mais voilà, donc pour moi, c'est vraiment très important. Les mathématiques sont très importantes. Mais voilà, on est juste là pour apporter donc un complément. Oui, un plus, évidemment. Voilà. Mais c'est une activité qui est importante, parce que si c'est pour redonner goût aux enfants dans l'apprentissage des maths, c'est quand même, et de la physique, c'est essentiel. Après, c'est aussi aux parents de faire leur travail là-dessus. Mais oui, je suis d'accord, c'est que l'activité sportive, c'est qu'on voit vraiment que le côté ludique. Mais il y a vraiment tout le travail qui est derrière. Et nous, on a donc nos moniteurs, donc nos coachs, qui apprennent aussi cela. Donc, ils doivent apprendre donc, des notions donc, de mathématiques pour pouvoir pratiquer donc, leur activité derrière. Et vous avez fait un enseignement général, vous, classique? Enseignement général, tout Alors, qu'est-ce que vous pensez, juste une dernière question, mais de l'enseignement du sport à l'école? Parce que c'est vrai que souvent, on a l'impression que c'est de la récré, quoi. Ouais, on n'en fait pas assez. Moi, je fais du sport depuis que je suis tout petit. Et c'est vrai qu'en école élémentaire, je faisais à peu près entre une demi-heure et 1 heure par jour, parce que j'avais aussi des professeurs qui aimaient ça. Donc, il faut aussi avoir donc, des professeurs qui aiment faire donc, l'activité. Oui, et puis qui aiment enseigner de vrais sports. Ça ne veut pas juste aller faire un tour du parc ou du terrain. Aussi, voilà. C'est pour ça qu'il faut pratiquer. Et là, c'est ce qui se passe en ce moment. Là, avec les Jeux Olympiques, on voit que moi, dans l'école donc, de mon fils, ils font du rugby, ils font donc, du hand, ils découvrent de nouvelles activités. Ah bon, dans quelle école? Ça a l'air bien, l'école de votre fils. C'est dans le 17e. Ouais. Ça s'appelle comment? C'est l'école Lecomte. Et en fait, ils ont beaucoup donc, de sportifs qui viennent donc, du SCUF, par exemple. Et vous avez donc différentes activités sportives, donc de l'escrime, du foot, du rugby, etc. Ils apprennent justement à découvrir donc des sports. Et c'est la volonté également donc, du comité olympique de faire en sorte que tous les enfants fassent un maximum de sport d'ici en 2024. Génial, bravo pour cette initiative de l'école.
Je suis très content aussi, du coup ça me permet aussi de pratiquer d'autres sports, donc c'est très bien. Merci Kevin Lemasson d'avoir été avec nous et de nous parler justement de iFly Paris. On l'a vu, le iFly. Alors on peut retrouver, donc c'est à la Villette ? À la Villette, tout à fait, Cité des Sciences. Voilà, la Cité des Sciences. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous en tout cas. Et c'est à vous, je crois, Mickaël Dorian. C'est l'heure de votre chronique. Absolument, sans filet. On va se jouer maintenant. Mickaël, c'est un véritable bouleversement que vit actuellement le système éducatif belge. Oui, avec une refonte complète de l'école maternelle, primaire et du collège. Ce changement, c'est l'allongement du tronc commun approuvé en 2019 par le Parlement de Wallonie. Il change en effet complètement la donne et modifie l'école telle qu'on la connaît aujourd'hui en Belgique. Un tronc commun qui couvrira désormais la 3e maternelle jusqu'à la 3e secondaire, soit de la grande section de maternelle chez nous jusqu'à la 3e. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils ont le même programme, qu'on ait 7 ans ou 14 ans. Voilà, c'est ça. Jusqu'à 15 ans, tous les élèves de Wallonie suivront la même formation et les mêmes programmes. Donc, comme je vous le disais, de la 3e maternelle à la 3e secondaire, des programmes qui seront bien sûr entièrement repensés en conséquence de ce changement et qui comprendront des cours classiques, maths, sciences, le renforcement de l'apprentissage des langues, français et langues étrangères, ainsi qu'une formation polytechnique et multidisciplinaire avec davantage de cours pratiques et artistiques. Et pour aller encore plus loin dans ce raisonnement, à l'avenir, les écoles pourraient même décider d'abandonner leurs étiquettes de 3e maternelle, 1re primaire ou 1re secondaire pour être tout simplement renommées première année du tronc commun, 2e année, 3e année, etc. Et l'intérêt, c'est quoi alors ? Selon plusieurs spécialistes, il semblerait que dans les pays à filière, les cumulant donc orientation précoce et redoublement, les performances PISA sont moins élevées et les écarts entre élèves, entre forts et faibles, entre favorisés et défavorisés sont plus importants. Pour rappel, PISA, on en a beaucoup parlé ici, c'est le programme international pour le suivi des acquis des élèves. Pour la professeure Dominique Lafontaine, elle est spécialiste en sciences de l'éducation, proposer de reporter le moment où on oriente les élèves vers l'enseignement qualifiant, c'est le but du tronc commun jusqu'à 15 ans et la principale manière de lutter contre les inégalités sociales. Ça va être progressif, j'imagine ? Oui, alors ça a déjà commencé à la rentrée de l'année dernière pour les élèves de maternelle, première et 2e primaire. Pour les élèves de maternelle, ça a déjà commencé. Pour la rentrée prochaine, ce sera au tour des premières et 2e primaires, donc de tester ce nouveau système. En première comme en 2e primaire, des professeurs supplémentaires seront engagés pour encadrer les heures de remédiation, pour accompagner ce changement, qui seront donc directement inclus dans la grille horaire. Ces professeurs pourront aussi soutenir les élèves en difficulté pendant les cours. Selon le choix de l'établissement scolaire, il pourrait donc y avoir 2 professeurs par classe pour certains cours. À terme, ce sont plusieurs milliers de professeurs qui seront engagés pour encadrer davantage les élèves chaque année. Il y aura plus de professeurs que de classes, assure le cabinet de la ministre de l'Éducation belge, pour qui ces changements doivent suivre un cheminement progressif année par année plutôt que d'intervenir d'un seul coup. Peut-être que c'est de l'humour belge, en fait. C'est possible, parce que j'arrive pas encore très bien à suivre, mais bon, je vais bien vous écouter. Donc cet allongement du tronc commun n'est pas le seul gros chantier, effectivement, qu'a entrepris le ministère de l'Éducation belge. Non, le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a définitivement approuvé le 30 mars dernier la réforme également des rythmes scolaires. Elle entrera en application à la fin de cette année scolaire. Dorénavant, les élèves de la Belgique francophone et de Bruxelles auront des congés d'été légèrement raccourcis pour offrir une alternance régulière, c'est-à-dire 7 semaines de cours et 2 semaines de congés tout au long de l'année scolaire. Vous vous souvenez, Virginie, on l'avait déjà évoqué ça dans le Grand JT de l'éducation, ce sujet des rythmes scolaires, cette réforme adoptée par la Belgique, et on en avait parlé, ce que les scientifiques préconisent de mieux pour la santé des enfants, un rythme, on l'avait dit, difficile à mettre en place chez nous en raison notamment des intérêts des acteurs du tourisme. Donc pour revenir à la Belgique justement, est-ce que tous ces changements sont bien accueillis ? Disons que c'est compliqué, déjà parce qu'elles interviennent dans un contexte social particulièrement tendu entre les enseignants et le gouvernement belge. Le mois dernier, à Liège, plus de 10 000 profs sont encore descendus dans la rue pour dénoncer des réformes précipitées au mépris de l'école. Et concernant la réforme du rythme scolaire, elle suscite des oppositions principalement parce que les vacances de la Belgique flamande et de la Belgique francophone ne seront plus alignées, ce qui pourrait poser problème aux familles de Bruxelles qui inscrivent leurs enfants dans des écoles flamandes. En tout cas, avoir plus de profs que d'élèves, ça pourrait peut-être susciter quelques jaloux en France, ça c'est sûr. Merci 1000 fois, Mickaël. Alors, c'est l'heure de retrouver l'invité de Malika Ménard. Et bien, cette semaine, c'est l'ex-Miss France, Clémence Bottineau, qui a répondu à ces questions. Regardez.
je te demande un souvenir d'écolier précis, est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient en tête? Un souvenir d'écolier précis, c'est quand je suis partie au ski en troisième avec ma classe. On a fait beaucoup de voyages à l'école. Je suis partie au Canada. Au ski, alors vous étiez allé... Oui, on est allé au Canada en quatrième et au ski en troisième. Donc on a eu énormément de chance. Et en fait, c'est la fameuse fois où je suis allée au ski pour la première fois et où le deuxième jour, j'avais 12, 13 ans, je pense. Oui, j'avais un an d'avance, donc oui, j'avais 13 ans. Elle avait un an d'avance. Oui, j'avais oublié de le dire. J'étais juste rentrée un peu plus tôt à l'école. T'as commencé toute ta scolarité avec un an d'avance? Oui, en fait, je suis née en janvier. Donc, c'est comme si, tu vois, les décembre 96 et les janvier 97, ils ont plus ou moins le même âge. Ok, donc tu vas au ski, première fois de ta vie. Au ski, première fois de ma vie. Et là, deuxième jour, qui tombe et se fait une entorse au ligament croisé interne du genou devant toute ta classe et qui finit avec une attelle pendant une semaine. C'est une sûr qui met du temps à se remettre. Exactement. Bon, après, ça va, j'étais encore jeune. Mais c'est clair que j'étais pas... Alors, j'étais quand même contente parce qu'il y avait le prof de sport, qui était un prof de sport. Toutes les petites de 13 ans étaient fans de lui. Et en fait, ce prof de sport était venu me sauver dans ma chute. C'est pendant que j'étais par terre en train de pleurer. Le prof, il est venu, il m'a sauvée. Donc, je me suis dit, finalement... Il s'est occupé de toi. C'est ça. Et aussi la directrice de l'école. J'ai passé 4 heures dans le cabinet du médecin avec ma directrice. Je peux te dire que là, j'ai appris qu'il fallait faire de la conversation. Avec elle pendant 4 heures? Pendant 4 heures, c'était horrible. Elle avait rien à dire? Et au bout d'un moment, 4 heures, je pense qu'elle comme moi, on avait juste envie que ça se termine. Vous n'étiez pas obligé de vous parler? 4 heures? Je sais pas, c'est ta directrice d'école, t'as 13 ans. Oui, puis toi, t'es faillotte. Non, j'étais pas faillotte. Mais tu me connais, c'est vrai que j'aime pas les blancs. J'ai toujours besoin d'en placer une. Est-ce que, donc du coup, on a compris la physique-chimie, t'aimais pas ça, c'était la matière cauchemar, mais ta matière préférée, c'était laquelle? Honnêtement, tu vas être déçue, mais je crois que j'avais aucune matière préférée. C'est pas possible. Mais je te jure. Tu sais pourquoi? Parce que aujourd'hui, j'aime l'histoire, mais à l'époque... J'aimais, mais sans plus. En fait, j'étais constante et bonne dans tout. J'avais pas de matière où j'excellais parce que j'aimais ça. En art plastique, j'étais nulle. En sport, c'était pas si fameux que ça. Quand je faisais de l'athlétisme, ça allait. Quand je faisais de la natation, c'était une catastrophe. C'est normal. Tu vois, donc une matière que j'aimais profondément. Que t'aimais bien, hein, pas besoin de l'aimer profondément. Allez, peut-être l'anglais. Ouais, l'anglais, c'était sympa. T'es bilingue? Alors maintenant, oui, mais c'est pas grâce à l'école. Ça, c'est grâce à mon voyage à Miami après mon bac. Après le bac, t'es allée à Miami alors? Oui, je suis partie 1 an. Et comment ça se fait? En fait, j'avais un an d'avance et je savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Du coup, avec mes parents, on s'est dit, pars 1 an, va apprendre, passe ton TOEFL et puis on verra où ça va te mener. À Miami? Oui, c'est tout près de la Guadeloupe. 3 heures, 3 heures en avion. Même climat, donc... Et qu'est-ce que tu faisais alors là-bas? Je dansais la salsa. Beaucoup. Ah putain, c'est vrai que tu danses très bien. Voilà. C'est vrai que tu danses très bien la salsa. Et c'est là que ça a commencé. Ah, ça a été une découverte. Oui, découverte, je suis tombée amoureuse de la salsa. Enfin bon, il y a eu une histoire d'amour autour de ça aussi. Et, tu es tombée amoureuse tout court. Autour de cet univers de salsa. Voilà, c'est ça. Je te jure. Oh mon Dieu. Il m'a fait faire 2-3 petits mouvements de danse et puis ça y est, j'avais... mon cerveau était... Mais c'est une histoire vécue? Oui, c'est une histoire vécue, oui. Donc un Américain? Alors non, pas du tout. Un Suisse-allemand. Un Suisse d'origine, un Suisse dans la partie allemande. Qui dansait la salsa? Oui, moi aussi je m'y attendais pas. Il m'a tendu un piège parce qu'il m'a emmené dîner, puis il m'a emmené dans un bar salsa et puis je me disais mais qu'est-ce qu'on va aller faire dans un bar salsa? Et là, professeur de danse. Un truc de dingue. Et là, t'as dû danser tout de suite avec lui? Et quand je l'ai vu danser, tu vois, là, ça y est, il avait retourné mon cerveau aussi facilement. Ah oui, non, mais je te montrerai un jour les photos. C'est la fin de ce numéro. Je vous retrouve demain, toujours en compagnie de Clémence Bottineau, dans Souvenirs d'écolier. Merci Malika, merci Clémence. Tout de suite, c'est l'heure du Zap sur School TV. Vous êtes donc médecin à l'EREA. J'ai dit ce que ça voulait dire, établissement régional d'enseignement adapté, Toulouse-Lautrec, c'est à Vaucresson. Vaucresson, c'est à côté de Paris, c'est surtout là où il y a l'hôpital de Garches, où on a des grands accidentés, notamment de la route. Pour présenter votre établissement, alors j'ajoute qu'il y a 150 élèves valides, on va parler des valides qui sont dans l'établissement, mais pour présenter l'établissement, vous dites en milieu valide, la différence est hors norme, et ici c'est l'inverse, la différence est la norme. Oui, effectivement, parce que sur les 400 élèves de l'établissement, donc 250 sont en situation de handicap
et 150 sont valides. Ce sont les enfants du quartier qui sont aussi scolarisés dans cet établissement, donc qui accueille des enfants du CP au BTS, avec aussi 2 internats. On parle beaucoup, quand on parle de la scolarisation des enfants en situation de handicap, de l'importance du rôle des AESH qui les aident dans les établissements. Vous n'avez pas d'AESH ? Non, c'est la particularité de cette école, c'est la politique de cette école aussi, parce qu'on apprend aux jeunes à être le plus autonome possible avec ce qu'ils sont. Et donc on leur apprend en fait tous les moyens de compensation dont ils ont besoin, les outils de dictée vocale, de retour vocal. Alors bien sûr qu'ils vont avoir des aides en classe, justement les valides vont les aider à sortir les affaires de leur cartable, à la cantine aussi, il y a les éducateurs, bien sûr. Mais on leur apprend vous les abandonnez pas à leur sort. Bien sûr. D'ailleurs, c'est les AESH, quelquefois, à l'adolescence, ça peut être compliqué en milieu valide d'avoir une AESH. C'est parfois un mur entre eux et les autres. Donc, il y a un moment aussi, ils ont envie d'être vraiment eux-mêmes. Et donc, c'est vraiment la politique de cette école. Vous êtes fondatrice de la pause Brindy. C'est un réseau, en fait, de jeunes aidants. J'imagine que vous le voyez beaucoup au quotidien, ces jeunes qui sont aidants d'un frère, d'une sœur ou même d'un parent. On n'en parle pas encore, mais il y a les parents aussi. Quel impact réellement négatif au quotidien, peut-être sur la scolarité? On l'a vu avec Rose qui n'invite pas de camarades à la maison. Oui, c'est vrai que Rose fait partie de ce qu'on appelle, c'est pas très joli, mais les co-aidants, c'est-à-dire des jeunes qui sont aidants avec d'autres aidants dans la famille, là en l'occurrence ses parents. Mais on a aussi des jeunes qui sont aidants principaux. Et notamment dans les familles monoparentales où voilà, les plus âgés vont être fortement mis à contribution. Et là, les effets sont aussi divers que les situations. On a des jeunes qui ont déjà des soucis physiques, des maux de dos par exemple, ou des gros soucis de sommeil. Il y a beaucoup de colère, beaucoup d'angoisse, un sentiment de peur aussi qui s'installe, la peur de l'avenir, la peur pour le proche. Quand il s'agit d'une maladie, c'est très différent bien sûr par rapport au handicap, mais la peur de ne pas pouvoir construire sa vie ou la peur de perdre quelqu'un. Et je pense que le dommage principal qu'on constate, c'est quand même un sentiment, enfin en tout cas une profonde propension à la dépression, malheureusement chez ces jeunes quand la situation s'installe. Et alors là, quel est le rôle des parents? Parce que là, c'est aux parents peut-être d'intervenir pour essayer de soulager l'enfant, même si évidemment c'est au quotidien, c'est compliqué. Et puis là, on parlait de Rose qui est co-aidante, effectivement. Oui. Alors, ce qui est extra en fait dans la situation de Rose et de Marie, c'est que Marie a fait, comme beaucoup de parents, en fait, voit la difficulté de sa fille et la prend en compte et en considération. Et je pense que c'est la première chose à faire, c'est de se dire, de voir ces jeunes et de leur demander comment eux ils vont et de le faire sincèrement en étant prêt à toutes les réponses possibles. Voilà, on a beaucoup de parents qui étant aidants et déjà dans la difficulté, n'osent pas poser cette question à leurs autres enfants, mais je pense que c'est essentiel. Être à plat, ça veut dire changer de système de croyances, en tout cas, sur lesquelles on s'est basé pour comprendre la façon dont la Terre a évolué. Ça veut dire avoir un esprit critique, pas remettre en cause le fait scientifique, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais avoir quand même cet esprit critique de se dire, OK, peut-être que, et on l'a vu notamment sur des questions, notamment sur les dinosaures, on s'est aperçu que les tricératops, et très récemment, en réalité, n'avaient jamais existé. Est-ce qu'on va avoir cet émerveillement quelque part de se dire que peut-être qu'on va découvrir des choses auxquelles on n'avait jamais pensé sur le fonctionnement même de la planète et des océans, Jérôme? Alors moi je voulais juste revenir à cette histoire de conquête spatiale parce que c'est très intéressant. Aujourd'hui la conquête spatiale, pourquoi des pays comme la Chine, en effet des milliardaires, s'intéressent à cet astre et au reste on va dire, du système solaire en étant dans la prospective. Malheureusement, je crains que ça soit pour les mêmes raisons, en partie. Donc il y a de la recherche fondamentale, c'est certain, mais il y a aussi évidemment l'exploitation des minerais qu'on pourrait faire sur la Lune. Et ça, je trouve que c'est absolument dramatique d'envisager, on va dire, l'exploration toujours de la même manière. Aujourd'hui, on se rend compte aussi que dans l'exploration, il y a de l'argent, parce que ça, c'est malheureusement quelque chose qui
nécessite des moyens et il y a beaucoup d'argent pour des projets qui ont une application industrielle derrière. En revanche, la recherche fondamentale est extrêmement difficile à financer. Et même des grands projets, de grands explorateurs, aujourd'hui, ont de la peine à pouvoir financer leurs projets. Donc, je pense aujourd'hui, oui, que la nature peut nous apprendre autre chose, mais je pense qu'aujourd'hui, dans cette recherche qu'on va pouvoir découvrir au fond des océans, ce qu'on va pouvoir découvrir au fond d'une forêt, c'est comment, quelque part, nous sauver nous-mêmes de la situation dans laquelle on s'est mis. Donc moi, je suis beaucoup plus, on va dire, dans une approche, on va dire, entre guillemets, philosophique de cette exploration et de ce que les océans, les forêts peuvent nous apprendre. Et même, pour revenir à mon quotidien, c'est-à-dire aller à la rencontre de peuples un petit peu partout du monde, de ce que ces cultures qui sont aujourd'hui en train de disparaître peuvent nous apprendre, parce qu'en définitive, ce sont des gens qui connaissent énormément de choses, que ces cultures sont en train de disparaître, et avec elles, malheureusement, on va dire tout savoir que l'humanité a accumulé pendant des centaines de milliers d'années, et voilà, et tout ça va disparaître. Vu que je trouve qu'on se met bien dans la peau d'une personne handicapée. Les personnes handicapées, par exemple, qui naissent sans jambes ou des choses comme ça, c'est peut-être dur pour elles, donc c'est bien de se mettre à leur place. On peut savoir ce que ça fait. Ils ont l'air de s'amuser tout en s'apercevant des difficultés qui peuvent être rencontrées par les personnes handicapées. C'est exactement le but, ouais, tout à fait. À Etterbeek, en Belgique, en 2021, a aussi lieu une journée de sensibilisation au handisport organisée par la Ligue handisport francophone pour les enfants, mais aussi pour les enseignants. Et donc l'objectif de cette pratique du handisport pour tous est double. Déjà, c'est sensibiliser les enfants, évidemment, donc en leur montrant qu'on peut avoir une pratique sportive régulière malgré un handicap, et peut-être même en créant des vocations de champions de cécifoot. En favorisant évidemment aussi l'empathie et la tolérance envers leurs camarades en situation de handicap, mais aussi l'entraide et la coopération. Et enfin, par rapport aux enseignants, cela permet aux professeurs de se doter d'outils pédagogiques pour encadrer des enfants en situation de handicap dans leur classe et faire en sorte que tout le monde pratique le même sport. Moi, jusqu'à il y a très peu de temps, jusqu'à ce que je découvre les communications d'Axel sur la pause brindille, qui, je confirme, sont pleines de joie et pétillantes, et c'est vraiment aussi chouette. J'avais même pas identifié Rose comme une jeune aidante. En fait, quand j'avais vu aidant, mais j'étais dit jeune. Ben, moi, je suis pas jeune, hein, j'ai 40 ans, donc j'avais tourné ça vers moi et mon mari, mais j'avais pas mis ce mot d'aidante sur Rose. Et c'est vraiment les communications de la pause brindille qui m'ont fait mettre ce mot. Oui, Rose, elle vit des situations. Alors, bien sûr, on fait attention de ne pas lui demander de l'aide, mais forcément, sa vie est impactée. Forcément, elle a une vie de petite fille différente. Et du coup, je pense qu'il y a aussi de la pédagogie à faire pour faire admettre que ces enfants, ces jeunes, ont aussi ce terme d'aidant. Et parmi l'impact, en tout cas, sur la vie de Rose, on voit qu'elle est très mature. Ça se voit tout de suite, ses premiers mots. Et je pense qu'effectivement, ce sont des enfants qui grandissent plus vite que les autres. Bien sûr, elle est consciente de toutes les responsabilités. Elle est souvent mêlée à nos discussions d'adultes. Et puis, avec le handicap, mais la maladie, on est toujours un peu en mode combat, à chercher des solutions un peu pour tout, parce que tout est plus difficile. Donc, Rose, elle est confrontée à tout ça. Et c'est le cas de beaucoup de frères et sœurs comme elle. Hein. On constate une maturité qui fait parfois aussi un décalage avec les autres enfants de sa classe. Axel Anderlé, vous le voyez, vous aussi, avec la pause brindille, les jeunes qui grandissent plus vite que les autres de leur âge, ça crée un décalage avec les autres ? Oui, on a beaucoup de jeunes qui se sentent décalés, qui se sentent comme des ovnis, souvent ils nous disent ça, et puis parce qu'en plus ils gardent tout en eux. On est quand même là sur un âge extrêmement normatif, c'est la fin de l'enfance, l'adolescence, et puis c'est un âge où on veut ressembler aux autres et vivre cette différence au sein de la famille. C'est pas quelque chose qui se fait simplement. Et donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles les jeunes sont discrets et que ce sujet est si peu connu. Et oui, effectivement, on constate la même chose, la maturité. On a des jeunes qui ont 16 ans avec qui on discute comme s'ils en avaient 21, qui ont un sens des responsabilités accru, une capacité à
à se projeter et à prendre en charge des choses. Et d'ailleurs, leur plus grande difficulté, c'est la charge mentale. Voilà. Et quand je parlais de dépression tout à l'heure, ça va souvent de pair avec des jeunes qui ont porté trop de choses trop longtemps et sans avoir de soupape ou d'espace dédié pour pouvoir poser son fardeau. Et c'est pour ça qu'on a créé une ligne d'écoute parmi nos premières actions. Christian, il y a eu un rôle modèle dans votre parcours? Les arbres. Non mais vraiment, c'est-à-dire que moi j'ai eu la chance de naître à côté d'une forêt. C'était pas l'océan, c'était vraiment la forêt et la montagne. Et dès tout petit, d'aussi loin je me souviens, j'ai envie d'aller voir ce qu'il y a derrière les arbres. C'est quelque chose qui m'anime depuis toujours. Et en fait, moi je suis devenu un humain de terrain. D'abord par cette envie de voir ce monde qui m'entourait, et puis ensuite, évidemment, quand on a vu son monde, on a envie d'aller voir le suivant, et ainsi de suite. C'est qu'après que je suis plongé dans l'histoire de l'exploration, que j'ai compris ce que voulait dire l'exploration. Et je crois qu'on a justement un peu un défaut de définition souvent. C'est-à-dire qu'on est d'abord aventurier, c'est-à-dire qu'on part pour se découvrir soi, pour se dépasser soi-même. Et puis une fois qu'on a compris ce que ça voulait dire de se dépasser, là on peut commencer à se dire, maintenant je me suis compris moi, qu'est-ce que je peux comprendre sur les autres ? Et je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion sur ce mélange de mots aventurier-explorateur. Aventurier, il faut toutes et tous l'être. Ouais. L'explorateur, il a quand même ce rôle, ce que décrit Jérôme aussi, c'est de se dire, on n'est plus là pour conquérir aujourd'hui. Il faut arrêter de dire c'est des premières mondiales, tout ça ne veut plus rien dire. On est là pour comprendre des territoires et ce qu'ils représentent. Voilà pour le ZAP, c'est la fin de ce grand JT. SchoolTV.com pour le retrouver, canal 247 sur les Freebox. Merci à toute l'équipe de School. Merci Mika. Merci. À demain. À demain. Ciao.